Imaginez que vous êtes un savant très sérieux et très important et que vous découvrez à un moment donné comme ça qu'il y a une invasion extraterrestre sur Terre qui allait déjà commencer depuis un bon bout de temps et que tout le monde est complice. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, c'est la question à laquelle est confronté le professeur Quatermass dans notre film d'aujourd'hui, à Pourquoi c'est bon. Et ce film, eh bien, c'est tout simplement Quatermass 2. Qu'est-ce que c'est, Quatermass 2? Ben, c'est ça, c'est la suite de The Quatermass Experiment. Le premier film date de 1955, le deuxième de 1957. C'est, dans les deux cas, une production des studios Hammer. C'est dans leur premier film d'horreur / science-fiction qu'ils réalisent. C'est basé sur un feuilleton, dans les deux cas, un feuilleton de Nigel Neal, qui a créé le personnage. Donc, les feuilletons de la BBC, dans les deux, c'est ça, chaque feuilleton faisait, je pense, 6 épisodes. Ça fait des histoires qui font environ 3 heures, et voilà, dans les films durent environ 1h30. Et le premier, Quatermass, raconte l'histoire d'une fusée qui revient de l'espace. Et il y a l'astronaute qui survit à cette expédition, subit d'épouvantables mutations, devient un monstre, et le professeur Quatermass, qui est responsable du programme spatial britannique, eh bien, il va poursuivre ce cosmonaute qui devient un monstre, et c'est ça, il va l'affronter à la fin. Ça, c'est le premier film. Dans le deuxième film, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, le professeur Quatermass, responsable donc du programme spatial britannique, qui rêve, on l'apprend au début du film, de bâtir une colonie sur la Lune. Son projet, en fait, va très mal. Les fonctionnaires britanniques ont refusé ses demandes de financement et trouvent que son plan lunaire n'a aucun bon sens. Puis sa fusée ne marche juste pas. En vérité, sa fusée, comme on nous l'explique, c'est essentiellement une bombe nucléaire volante. Là. Il n'arrive pas à la contrôler. C'est ça, si elle décolle, elle va exploser. Bon, voilà, puis je vous dis tout de suite, on est un peu en présence ici de la fameuse bombe nucléaire de Tchekhov, là. Parce que ça va revenir à la fin, ça. Cette histoire de fusée nucléaire. Mais voilà... au début, c'est ça, le professeur Quatermass, il est impliqué, c'est ça, il est pas content, évidemment, il parle avec ses assistants, bon, peu importe. Mais ce qui se rend compte assez rapidement, c'est que il y a des météorites, on les a vus au début du film, qui atterrissent sur Terre, mais ils atterrissent lentement, en fait. Ils se posent délicatement, ces météorites. Et puis il va enquêter avec un de ses collègues, et quand on s'approche trop de ces affaires-là, ces roches-là, qui ont une forme bizarre, il y a un gaz qui sort, et puis il y a une bébite qui te saute dans la face, un peu comme dans Alien, un film dont on parle très souvent. Et voilà, ces créatures-là possèdent les gens. Puis, c'est comme ça que l'invasion se manigance. Puis, le professeur Quatermass est très surpris de voir que, c'est ça, sur le site, essentiellement, de cet atterrissage de météorites, il y a une installation qui ressemble presque au détail près à son projet de base lunaire. Puis, il finit par se rendre compte que, c'est ça, les extraterrestres qui prennent le contrôle des êtres humains, ils sont pas capables de respirer l'air. Donc, quand ils possèdent les humains, là, ça va, mais leur objectif à long terme, c'est de pas dépendre de corps humains. Ils veulent... C'est ça, je veux dire, c'est pas trop expliqué, là, on n'a jamais de monologue des extraterrestres qui disent qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, là. Mais... il y a des cylindres où est-ce que l'atmosphère de leur planète est reproduite, ça on le voit, puis à l'intérieur, il y a des genres de créatures Lovecraftiennes, là, de polypes, là, qui... Bon, voilà. Fait que c'est ça.
Donc l'intrigue, c'est ça. Quatermass, quand il se rend compte, il essaie d'enquêter, mais on lui ferme la porte au nez à peu près partout. Bon, puis c'est ça, il finit par se rendre compte. Donc l'invasion a commencé depuis une couple d'années, qu'elle a utilisé des détours là, de la bureaucratie britannique pour réussir à se mettre en place. Puis ben c'est ça, le professeur Quatermass va finir par obtenir l'aide des habitants du village où cette base extraterrestre-là a été construite. Et ben, ils vont affronter ces monstres-là. Je dis ces monstres-là, mais encore une fois, on est en présence d'un envahisseur de type body snatcher. Ça veut dire que l'extraterrestre prend le contrôle du corps de sa victime. Alors, c'est un procédé qu'on voit très, très, très fréquemment dans la science-fiction, certainement des années 50, dans le fameux Invasion of the Body Snatchers, mais aussi It Came from Outer Space, c'est le même principe. Je pense qu'il y a un autre film, le titre exact m'échappe, mais c'est quelque chose comme They Came from Beyond Space. C'est le même principe. C'est encore une fois ça, c'est un topos, là, un topoi, là, un lieu commun, donc narratif, dans le sens où c'est un élément narratif qui revient culturellement très souvent. Et puis entre autres parce que c'est efficace. Puis voilà, donc l'histoire, on vient d'en parler en gros. Avant de dire pourquoi c'est bon, je vais faire un topo très rapide sur parce que ça fait partie de ce qui est bon. C'est qui les gens qui sont impliqués? Ben, le film est d'abord et avant tout écrit par Nigel Kneale. Puis Nigel Kneale, c'est un gars qui n'a pas commencé sa carrière dans la science-fiction, mais qui s'est vite fait un nom comme un des grands scénaristes du genre. Puis il a essentiellement commencé, je pense, avec Quatermass. John Carpenter, un de ses pseudonymes, c'est, j'oublie le prénom, mais c'est un monsieur Quatermass, là, dans ses films des années 80, ça lui arrive de signer Quatermass le scénario. Puis on voit une filiation entre le Carpenter paranoïaque des années 80 puis l'œuvre de Nigel Kneale. À tel point que, quand il a fait Halloween 3, John Carpenter, qui voulait faire une série d'anthologie, la première personne qui a engagé pour écrire un scénario d'une série de films de Halloween sans Michael Myers pour Halloween 3, c'est Nigel Kneale. Bon, Nigel Kneale a retiré son nom du générique, il n'était pas content, mais tu reconnais quand même les traces de son affaire. Il a fait, c'est ça, la série des Quatermass, il a fait une couple de téléfilms, en particulier de Stone Tape, que j'ai vu, que j'avais trouvé excellent. C'est une genre d'histoire de fantôme, barre oblique, science-fiction, mais plus fantôme, c'était très très bon. Il a écrit The Abominable Snowman avec Peter Cushing, un autre film La Hammer des milieux 50. Puis First Man on the Moon, c'est lui qui le scénario basé sur H.G. Wells, là. C'est lui qui a écrit ça. Donc, le fait, Nigel Kneale, quand on voit son nom, c'est un peu comme Richard Mathewson, dont j'ai parlé récemment, là, pour L'Homme qui rétrécit. Quand tu vois le nom de Nigel Kneale au générique, tu t'attends à avoir de l'écriture de haut niveau. Tu t'attends à avoir de la science-fiction, barre oblique, horreur, à forte connotation philosophico-intelligente, là, ok? C'est ça sa marque de commerce, puis c'est ça ici. Le réalisateur, c'est Val Guest. C'est lui qui a fait le premier Quatermass. Il a fait aussi The Day the Earth Caught Fire, le fameux Abominable Homme des Neiges avec Peter Cushing dont on vient de parler. C'est lui qui l'a réalisé. Apparemment, il a réalisé les scènes avec Woody Allen dans Casino Royale. Puis il a fait des tonnes d'autres films. When Dinosaurs Ruled the Earth. Bon, beaucoup d'autres films. Mais les Quatermass, dans le genre, c'est probablement ce qu'il a fait de plus connu puis de plus aimé, en général, de plus apprécié. Puis l'acteur principal qui joue le professeur Quatermass, c'est Brian Donlevy, qui est un acteur américain, je crois. Dans la série de télé, Quatermass est plutôt une sorte de... Il est plus posé, on va dire. C'est un gentil monsieur, sage et sérieux.
dans la série télé. J'ai écouté jusqu'à quelques minutes là, pour me faire une idée tantôt, mais c'est ça, Nat Johnny n'était pas content du tout quand il a vu que c'était Brian Donlevy qui a eu le rôle. Bon, entre autres parce que la rumeur bien étayée était que M. Donlevy était assez porté sur la picole, comme on dit, mais ça paraît, honnêtement, il s'en sort très bien, il se rappelle de ses répliques, mais par contre, c'est plutôt un homme d'action. Okay? Puis lui, Donlevy joue le professeur Quatermass comme une sorte de croisement entre une version bénéfique du Frankenstein de Peter Cushing, c'est-à-dire un homme de science vraiment hyper strict et sérieux, là, qui pense juste à... Il est vraiment focusé sur son objectif scientifique, et un homme d'action. Quatermass, là-dedans, il y a des fusillades, bon, etc. Mais quand j'avais vu pour la première fois les films de Quatermass que je voulais voir depuis très longtemps, j'avais été déçu par l'interprétation de Brian Donlevy, qui est pas sympathique, il faut le dire, du tout. Mais en le réécoutant, non, finalement, c'est ça. Ça n'aurait pas été mon choix à moi, là, si j'avais réalisé le film. Mais ce côté-là, absolument pas monomaniaque, c'est dur à dire, mais il est vraiment très, très, très sérieux, puis c'est un gars qui peut te péter la gueule. OK, même s'il est probablement dans sa cinquantaine, là, ça le dérangera pas une minute. Mais il est pas méchant, mais il est bien strict et sévère. Donc voilà, Donlevy, finir là-dessus, puis là j'ai embarqué sur Pourquoi c'est bon. J'ai eu la surprise de le voir dans Curse of the Fly il y a 1 an ou 2 que j'avais regardé. J'avais finalement vu le 3e film de la série des années 60 de The Fly. Qui longtemps été très dur à trouver, là, dur à voir. Puis le premier, bien connu, il y a un accident de téléporteur. Le scientifique, sa tête est inversée avec une mouche, là, cette histoire-là. Le remake, la suite, The Fly, c'est Return of the Fly, c'est essentiellement pareil que le premier film, plus ou moins. Mais le 3e, on a le fils, je crois, du professeur dans le premier film. Ce fils-là, je crois que c'est lui qui est joué par Brian Donlevy. Puis il a repris les expériences de son père, mais c'est plus basé sur... il fait une série d'expériences. Ça marche pas, ok? C'est un film de science-fiction horreur. Là. Il y a un paquet de monstres, de mutants dans des prisons, dans son manoir, puis c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas bon, Curse of the Fly. Moi, mon souvenir, c'est que j'avais aimé ça. J'avais trouvé ça correct, là, assez pour le réécouter, là. Puis Brian Donlevy, il est dedans. Il fait un peu le même genre de personnage. Bon. Fait que pourquoi c'est bon? C'est bon, premièrement, c'est super intelligent, encore une fois. Le scénario est fabuleusement bien construit. Les éléments d'intrigue là, avancent méthodiquement, n'est-ce pas? Puis il y a une escalade là, vraiment extrêmement bien dosée de cette première... ça commence par une scène d'horreur tout de suite en partant, là, où est-ce qu'il y a un gars justement qui a reçu la pépite sur la face, puis là, il est en voiture avec sa blonde, puis là, le professeur Quatermass les croise, puis là, bon. Mais c'est ça, le fait est qu'au début, c'est plutôt des querelles bureaucratiques, puis au fur et à mesure, c'est ça que ça avance. Après 10-15 minutes, là, on voit qu'il commence à voir qu'il y a un complot, etc. Puis à la fin, c'est ça. C'est les fusillades, puis les explosions, puis les créatures Lovecraftiennes de 50 mètres de haut, là, tu sais. Ça fait que... Puis Nat Johnny met très bien ça en place. Il y a plusieurs moments qui sont très... saisissants, là. Moment du style que ça vous glace le sang, en quelque part. Donc, c'est ça. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est ce que je disais en introduction. Puis ça, j'avais oublié ça, mais c'est que... c'est ça, 2 choses. C'est la manière que l'invasion se met en place. Puis, il apparaît
que c'est ça, les créatures ont réussi à bâtir leur... on ne sait jamais comment ça s'est fait. On n'a pas tous les détails, toutes les informations sur comment l'invasion s'est machinée, qu'est-ce qu'ils veulent, bon, etc. Comment est-ce que ça a vraiment commencé. On le sait jamais, ça. Mais ce qu'on sait, c'est que, c'est ça, cette base-là, à la base... Jeu de mots foireux. Non, à la base, elle était supposée être c'est vendu à la population comme une base top secret pour fabriquer un aliment synthétique du futur. Puis quand je dis la population, c'est la population du village. Parce que personne, à part ça, est supposé être au courant. Quand Quatermass arrive pour dire « j'ai vu cette base-là dans telle petite ville perdue », le responsable du programme est pas content du tout, bon, etc. Mais c'est ça. Est-ce que c'est vrai que cette base-là a été conçue à la base pour créer cet aliment miracle qui va mettre fin à la faim dans le monde? Ben, peut-être. Le film, je pense, nous le dit pas avec certitude. Mais ce qui est certain, c'est qu'éventuellement, c'est ça, les extraterrestres prennent le contrôle du programme. Puis, j'ai eu le sentiment en regardant le film, c'est ça, que c'est un peu comme l'épisode de Star Trek, là, je pense, de la première saison, où il y a un complot qui est jamais évoqué plus tard, qui ont juste abandonné, là. Mais où encore une fois, il y avait un envahisseur extraterrestre qui prenait plus ou moins le contrôle de la Fédération de manière plus ou moins bureaucratique, là. C'est du genre d'extraterrestres, des genres d'insectes, là. Donc, c'est un petit peu le principe ici. Puis, ce sentiment-là, quoi, Quatermass, qui est en train de se battre contre la bureaucratie quand le film commence, de se dire oh mon Dieu, c'est ça, ils ont déjà... les Martiens sont déjà là et les fonctionnaires sont de leur bord, tu sais. Donc, voilà. Mais il n'y a pas que les fonctionnaires qui sont de leur côté. Puis ça, c'est l'affaire. C'est le gros truc. Quand Quatermass dit à la population de la ville qu'il y a un danger, là, qu'il y a des gens qui ont... Lui a vu des gens se faire blesser, se faire posséder, tout ce que vous voulez, là. La population le prend très mal, puis lui dit elle refuse de le croire, puis ça inclut autant les travailleurs que les maires, les autorités municipales, parce que cette base-là crée de l'emploi, voyez-vous. Puis ça, c'est le détail. Puis ce que le film fait essentiellement, pas mal toute la première moitié du film, avant vraiment là, que ça devienne plus action-horreur. Là. Donc, dans le dernier tiers du film, c'est plus comme ça. Mais aller jusque-là, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est à quel point c'est facile pour les gens de se convaincre d'être complices, même d'une invasion planétaire, quand ça fait leur affaire. Puis... j'ai trouvé que c'était très bien observé. Puis que c'était fait d'une manière où est-ce que tu reconnais exactement les comportements. Qui est, ils viennent nous apporter une job. Tu nous racontes des histoires de fous furieux, puis eux, ils nous créent, tu sais, on a tous des super bonnes jobs grâce à eux autres. Ce genre de mentalité-là, tu sais. Puis pareil pour les autorités municipales, là, c'est ça, vous voulez foutre le trouble, etc. Bon. Fait que je m'étendrai pas plus longuement là-dessus. C'est juste extrêmement bien fait puis bien observé. Puis on a ça de temps en temps dans les films de science-fiction. C'est une des forces de ce genre-là, de mettre en scène ce genre de situation-là, ce genre de comportement. Bon, je repense à V, là, spontanément, qui est une autre histoire d'invasion fasciste, là, avec des Martiens, mais bon, on en a déjà parlé de V dans un autre épisode. C'est ça. Quand c'est, comme ici, c'est réalisé par Nigel, c'est par Val Guest, puis c'est surtout un scénario de Nigel Neal, on a
un exemple de comment bien le faire. Voilà. Dernier mot que je vais dire, je crois, c'est sur le film pour aujourd'hui, c'est que c'est un film de la Hammer. Je l'ai mentionné tantôt. Puis les films de la Hammer, c'est un petit peu comme les films de science-fiction japonais, dans le sens où, pendant une période, en tout cas, il y en a des dizaines et des dizaines, puis c'est pratiquement tout le temps bon. Je pense, c'est soit Quatermass 1, soit peut-être Curse of Frankenstein. Je pense que c'est un de ces deux-là qui commence vraiment la vague. Je pense que c'est carrément Quatermass 1 qui a leur premier gros succès commercial. C'était un studio minuscule à l'origine, les films de la Hammer. Il y a eu un gros succès, les films d'horreur, je pense, avec Quatermass. Puis rapidement, ils se sont mis à faire des sortes de reboots, en fait, des films de la Universal. Donc Frankenstein puis Dracula, vu qu'ils n'avaient pas accès, ils pouvaient pas faire des remakes du film, ils ont retourné à les personnages étaient plus ou moins dans le domaine public, là, de mémoire, en tout cas Frankenstein, Dracula, fait qu'ils ont fait des films là-dessus, ils ont fait un film sur le loup-garou, etc., puis après ça ils ont fait des suites de ces films-là, on a fait des tonnes, c'est tout le temps bon, c'est la version courte, puis il y a souvent Peter Cushing là-dedans. Il est pas là-dedans, maintenant. Peter Cushing, un professeur Quatermass, là. On peut rêver, ça aurait été cool. Comme j'ai mentionné, j'ai décidé de séparer les commentaires qu'au début j'intégrais dans ces vidéos-là. Puis là, maintenant, je vais les faire dans des vidéos séparées parce que c'était juste trop long, là. Mais je pense que il y a une piste de réflexion pour ce film-là intéressante, c'est le fameux thème des body snatchers, que de cet envahisseur qui prend le contrôle. Puis l'explication traditionnelle qu'on donne de cette crainte-là, c'est que c'est une peur du communisme. Mais je pense que même si c'est une hypothèse, c'est intéressant de comparer quelles sont d'autres hypothèses possibles de d'où ça vient cette crainte-là. Parce que clairement, ça a pogné, parce qu'il y a eu des tonnes de films là-dessus. Ils en ont fait jusque dans les années. Ils en font encore de ces films-là. Body Snatcher, là. C'est ça, il y a un remake des années 70, il y a un remake des années 90, puis il y a au moins un remake des années 2000-2010, là, que je n'ai pas vu, mais avec Nicole Kidman, je pense. Bon. Voilà. Ça fait que c'est sur ma liste de faire une vidéo pour explorer vite fait là, cette question-là, poser quelques questions. Mais la recommandation, c'est un film de la Hammer. J'avais pensé peut-être X the Unknown de la Hammer, qui est un film de Quatermass sous un autre nom. Pour une raison X, ils ont changé le nom du personnage à la dernière minute, mais c'est clairement la même affaire. Là. Puis, même genre de film très cool, d'évasion extraterrestre ou de monstres extraterrestres. Bon. Mais j'ai choisi The Damned de 1963. Et le film de la Hammer, une des raisons pour lesquelles c'est bon, puis film d'horreur science-fiction, baroblique horreur des années 60, c'est pratiquement tout le temps comme ça. C'est un ton très particulier qui est très ancré dans la réalité, en fait. C'est pas dans le sens documentaire, là, parce que c'est des films, bon, mais dans le sens où peut-être parce que les acteurs, les Britanniques ont tellement une longue tradition d'acteurs qui sont excellents, là. Ou peut-être parce qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec les budgets américains, ça fait ils prennent... Le tournant qu'ils ont pris, c'est d'ancrer ça dans quelque chose qui a de l'air d'être la vie de tous les jours. Quand tu reconnais les situations, ça a l'air d'être des vraies personnes. Tu as tout le temps l'impression de voir des vraies personnes essentiellement confronter ces situations impossibles-là. Puis dans The Damned, c'est particulièrement vrai. Ça commence comme l'histoire d'un gars dans la quarantaine, cinquantaine qui est en voyage, puis il se fait attaquer par une gang qui font très Orange Mécanique, en fait.
Donc, on est en 63. Le film est en noir et blanc, mais j'ai regardé un petit bout de tantôt du film juste pour me le rappeler, parce que ça fait quelques années que je l'ai regardé. Ça fait vraiment orange mécanique, le comportement. Là. C'est vraiment des jeunes délinquants qui ont aucun scrupule, aucune... Bon. Puis le chef de ces jeunes-là, c'est, à place d'être Malcolm McDowell, c'est Oliver Reed. Qui est un des meilleurs acteurs de sa génération. Là. C'est un peu le Marlon Brando britannique, hein, à certains points de vue. Il y a un peu le même genre d'énergie. Puis, c'est ça, le quarantenaire, quinquagénaire, il est en train de... Il rencontre une fille, il la trouve cute, elle est dans sa vingtaine, il essaie de plus ou moins la séduire, mais c'est la sœur d'Oliver Reed dans le film, c'est un prétexte pour le battre puis lui voler son argent, mais bon, fait que c'est ça qui y arrive, il se fait, comme on dit, péter la gueule, mais il retrouve la fille plus ou moins par hasard, puis finalement les deux se lient d'amitié, puis développent une relation. Ils couchent ensemble, ils se mettent à... C'est ça, ils deviennent amants. Puis ils partent en bateau comme ça, puis ils sont poursuivis par Oliver Reed, qui est psychotique, là. Fou furieux, là. Où la science-fiction? C'est là que c'est bon. Parce que tout ça, c'est super bon, là. C'est vraiment bon, mais pendant qu'ils sont en voyage comme ça, poursuivis par ce fou furieux d'Oliver Reed, ils tombent sur des enfants qui ont l'air d'être des prisonniers du gouvernement. OK. Comme une quinzaine, vingtaine d'enfants d'âge primaire, d'école primaire. Là. Puis c'est ça, prisonniers du gouvernement, là, puis mais qui ont l'air très bien traités, mais ils n'ont jamais aucun contact avec les êtres humains, ils n'ont aucun contact physique. Fait que les autres sont bien scandalisés de ça. Mais ce qu'on se rend compte, je vais le dire parce que moi je le savais en commençant à regarder le film, là, mais c'est que les autorités gouvernementales, constatant que la guerre nucléaire était probablement inévitable, d'après eux dans le film, ont décidé de créer une génération d'enfants qui seraient capables de survivre aux radiations. Fait que c'est ces enfants-là, puis ils sont capables de survivre à la radiation parce qu'ils n'ont jamais connu autre chose que vivre dans les radiations. C'est des genres de mutants radioactifs, ces enfants-là. Mais eux, ils le savent pas, puis ils le comprennent pas. Puis les seuls qui le savent, c'est les fameuses instances gouvernementales, puis nos amoureux, là, le gars puis la fille, là, poursuivis par Oliver Reed, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ça non plus. Puis ça te glace le sang. Puis j'avais été très surpris, agréablement surpris dans le sens, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi fort que ça, aussi efficace que ça. C'est efficace pour les idées que ça met de l'avant, puis pour la profonde émotivité, le profond impact émotif, autant de cette idée-là, de la manière qu'elle est appliquée, que de l'effet que ça a sur les autres personnages qui tombent sur cette affaire-là. Ils ne s'attendaient pas à ça du tout. Fait que je lisais tantôt, je pense, sur Wikipédia, que d'après certains critiques, The Damned, c'est le summum du film de science-fiction britannique de la première vague. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils définissent ça. Mais c'est une accolade méritée. C'est un film peu connu que je vous encourage de chercher et de trouver et de regarder. Quatermass, c'est plus connu, c'est excellent aussi. Si vous avez le choix entre les deux, honnêtement, regardez The Damned en premier. Puis si vous voulez écouter un Quatermass, commencez par Quatermass and the Pit, c'est le troisième, mais c'est mon préféré. Mais si vous avez l'occasion d'écouter Quatermass 2, faites-les, c'est super bon. Puis pourquoi c'est bon?
Parce que c'est bien tourné, c'est bien écrit, c'est super intelligent. Puis, c'est ça, ça met en scène un complot où tout le monde est complice. Voilà.